Une place publique à Prague. Nous sommes en 1583. La foule se rassemble, non pas pour un marché ou une fête, mais pour assister à un châtiment. Au centre de la place, une structure de bois a été érigée, simple mais sinistre dans son dessin. Suspendue à la poutre supérieure, oscillant légèrement dans la brise, se trouve un crochet de fer de la taille d'une main humaine. Ce n'est pas un hameçon ni un outil agricole. Ces courbes ont été forgées spécifiquement pour transpercer le corps humain. Sa pointe a été aiguisée pour pénétrer la chair et les muscles. Sa forme a été calculée pour soutenir le poids d'une personne vivante sans lui permettre d'échapper rapidement par la mort. Voici le crochet du bourreau, un instrument d'exécution et de torture, utilisé à travers l'Europe entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, conçu pour tuer lentement, douloureusement et publiquement. La victime ne serait pas pendue avec une corde qui brise la nuque en quelques secondes. Elle ne serait pas décapitée d'un coup de hache qui met fin à la vie en un instant. Elle serait suspendue par le crochet inséré à travers une côte sous la mâchoire, à travers l'estomac, ou toute autre partie du corps choisie par le bourreau et laissée à pendre en mourant lentement de ses blessures, de la perte de sang, du choc ou de l'exposition. Un processus qui pouvait durer des heures, voire des jours. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire de cet appareil brutal, comment il était utilisé, qui a souffert sous son emprise, et ce qu'il révèle sur les sociétés qui transformaient la mort en spectacle public de cruauté maximale. Le crochet du bourreau, connu en allemand sous le nom de Fleerhaken ou crochet de boucher, était exactement cela, un outil adapté des boucheries, où il servait à suspendre les carcasses d'animaux. La transition de l'outil commercial à l'instrument d'exécution reflète une mentalité médiévale et du début de l'époque moderne qui considérait les criminels comme moins qu'humains, réduits à de la viande à exposer en guise d'avertissement. Le crochet typique était fait de fer forgé, avec un manche épais pour la solidité structurelle, une large courbe pour accrocher le corps et une pointe acérée pour la pénétration. Les tailles variaient, mais la plupart mesuraient entre 25 et 40 cm de longueur, suffisamment grand pour supporter le poids d'un adulte sans se briser. Certains crochets avaient des pointes simples, d'autres des pointes doubles ou triples pour maintenir la victime plus fermement. Ils étaient fixés de manière permanente à des poteaux de bois, des poutres de gibet, ou même aux murs des châteaux et des hôtels de ville dans certaines cités, servant de rappel constant du pouvoir des autorités à punir. L'utilisation variait selon la région, la nature du crime, et la cruauté relative ou la clémence du bourreau et des autorités judiciaires. Dans certaines exécutions, le crochet était inséré à travers la côte de la victime sous le bras, transperçant entre les os sans toucher immédiatement les organes vitaux. La victime était alors hissée et laissée à pendre sur le côté, le poids du corps déchirant progressivement la chair autour du crochet, tandis que la perte de sang et le choc causaient finalement la mort. Cette méthode était atroce, mais pas immédiatement fatale, permettant une souffrance prolongée. C'était précisément le but. Dans d'autres exécutions, le crochet était inséré sous la mâchoire, pénétrant à travers la bouche ou la gorge et ressortant par le sommet du crâne. Cette méthode était plus rapide, mais non moins brutale, la victime suffoquant souvent ou se vidant de son sang en quelques minutes à quelques heures. Une variation particulièrement cruelle consistait à insérer le crochet à travers l'abdomen ou le dos, perçant les organes internes tout en évitant le cœur et les poumons, prolongeant l'agonie tandis que la victime saignait en interne. Le choix de l'endroit où insérer le crochet n'était pas aléatoire, mais calculé en fonction du crime et du statut social de la victime. Les criminels considérés comme particulièrement odieux, les traîtres, les hérétiques, ou ceux qui avaient commis des crimes contre l'Église, recevaient souvent les méthodes les plus prolongées et douloureuses. La position du crochet servait également une fonction symbolique. L'insertion sous la côte pouvait symboliser le coup de poignard d'un traître. L'insertion à travers la bouche pouvait symboliser le châtiment pour blasphème ou faux témoignage. L'insertion dans l'abdomen pouvait symboliser les crimes liés à la gourmandise ou à la luxure. Cette sémiologie cruelle transformait l'exécution en théâtre moral, où le corps du criminel devenait un texte lisible communiquant des messages sur la justice, le pouvoir et l'ordre social. Les archives historiques documentent l'utilisation du crochet du bourreau dans plusieurs régions d'Europe.
À Amsterdam, aux Pays-Bas, des crochets étaient fixés de manière permanente au mur extérieur du Waag, un bâtiment de pesage sur la place du Dam utilisé pour exécuter des criminels dont la vue servirait de dissuasion pour les autres. À Nuremberg, une ville allemande célèbre pour ses instruments de torture et d'exécution, les crochets faisaient partie de l'arsenal du bourreau municipal, conservé dans une tour appelée le Loch Gefängnis, avec d'autres outils de punition. Les archives de procès de Prague, Vienne et d'autres villes du Saint-Empire romain germanique mentionnent des exécutions par crochet, particulièrement pendant les guerres de religion, lorsque protestants et catholiques s'exécutaient mutuellement avec une créativité brutale. Un cas particulièrement bien documenté s'est produit en l'an 1535 dans la ville de Münster pendant la rébellion des Anabaptistes. Après que la ville fut reprise par les forces catholiques du prince-évêque, les chefs de la rébellion furent capturés et exécutés publiquement de manière conçue pour maximiser la terreur. Jan van Leyden, qui s'était déclaré roi de la Nouvelle-Jérusalem pendant la rébellion, fut torturé avec des pinces chauffées au rouge pendant plus d'1 heure sur la place publique avant d'être tué. Ses compagnons, Bernard Kieperdoling et Bernard Krechting, furent torturés et exécutés de manière similaire. Après leur mort, les corps des 3 hommes furent placés dans des cages de fer et suspendus à des crochets sur la tour de l'église Saint-Lambert, où ils demeurèrent pendant des décennies comme avertissement contre l'hérésie et la rébellion. Les cages sont toujours là aujourd'hui, vides mais visibles, un rappel macabre de la brutalité des conflits religieux du XVIe siècle. Mais le crochet n'était pas utilisé uniquement pour l'exécution finale. C'était aussi un instrument de torture, particulièrement lors des interrogatoires où l'on cherchait à obtenir des aveux. Une victime pouvait être suspendue au crochet brièvement, subissant l'agonie du poids du corps déchirant la chair, puis descendue et questionnée. Si elle refusait d'avouer, elle était suspendue à nouveau, le cycle se répétant jusqu'à ce que l'aveu soit obtenu ou que la victime perde connaissance ou meure. Cette technique, appelée strappado lorsqu'on utilisait des cordes, avait une variation encore plus cruelle lorsqu'on utilisait des crochets, car elle laissait des blessures permanentes, même si la victime survivait. Plusieurs séances signifiaient plusieurs perforations, cicatrices et dommages qui faisaient du corps du survivant un monument visible de sa rencontre avec la justice. La psychologie derrière l'utilisation publique du crochet et d'instruments similaires était complexe. Les exécutions publiques servaient de multiples fonctions sociales et politiques. Premièrement, elles étaient censées être préventives, démontrant les conséquences terribles du crime pour dissuader les criminels potentiels. Deuxièmement, elles restauraient l'ordre social, corrigeant symboliquement le dommage causé par le crime à travers le châtiment spectaculaire du coupable. Troisièmement, elles réaffirmaient le pouvoir de l'État ou de l'Église, démonstration viscérale que les autorités avaient un pouvoir absolu sur les corps des sujets. Quatrièmement, elles constituaient un divertissement. Qu'on l'admette ou non, les exécutions publiques attiraient des foules, qui incluaient toutes les classes sociales, fonctionnant comme des événements communautaires, où les normes sociales étaient renforcées, et les liens communautaires formés à travers la participation collective à des rituels de violence sanctionnés. Mais il y avait aussi des critiques, même à l'époque. Certains théologiens et philosophes questionnaient si la cruauté extrême était nécessaire ou même moralement justifiable. Michel de Montaigne, essayiste français du XVIe siècle, écrivit dans ses essais avoir assisté à des exécutions et s'être senti troublé par la cruauté, arguant que la civilisation devrait se mesurer à la façon dont elle traite les criminels, pas seulement les citoyens respectueux des lois. Érasme de Rotterdam, humaniste hollandais, critiquait la brutalité des châtiments de son temps. Mais ses voix étaient de minoritaires. La majorité de la société acceptait les exécutions cruelles comme nécessaires, et même appropriées. La pratique d'utiliser des crochets dans les exécutions commença à décliner au cours du XVIIIe siècle, alors que les Lumières apportaient de nouvelles idées sur la justice, le châtiment et la dignité humaine. Des réformateurs comme Cesare Beccaria, dont le traité des délits et des peines publié en 1764 argumentait contre la peine de mort et la torture, influencèrent les changements légaux à travers l'Europe.
Les monarques éclairés commencèrent à abolir les formes les plus cruelles d'exécution, les remplaçant par des méthodes considérées plus humaines. La guillotine, inventée dans le contexte de la Révolution française en 1792, fut spécifiquement conçue pour être une exécution rapide et relativement indolore, un contraste dramatique avec les méthodes précédentes. La pendaison fut standardisée pour briser la nuque rapidement, au lieu de causer une lente strangulation. Les exécutions devinrent également progressivement moins publiques, se déplaçant des places vers les cours de prison, reconnaissant que le spectacle public de la mort pourrait ne pas être approprié pour une société civilisée. Le crochet du bourreau spécifiquement disparut de l'usage judiciaire pendant la transition du XVIIIe au XIXe siècle, bien que des usages non officiels et la vengeance de foule employèrent occasionnellement des méthodes similaires même après. La dernière utilisation documentée d'un crochet dans une exécution officielle européenne fut probablement à la fin du XVIIIe siècle, bien qu'une datation précise soit difficile en raison de dossiers incomplets. Ce qui est clair, c'est qu'au XIXe siècle, de telles méthodes étaient universellement considérées comme barbares par les autorités européennes, du moins officiellement et à l'intérieur de leurs propres frontières. Des exemplaires de crochets de bourreaux survivent aujourd'hui dans des musées à travers l'Europe. Le musée criminel médiéval de Rothenburg ob der Tauber, en Allemagne, possède plusieurs spécimens. Le musée de la torture d'Amsterdam expose un crochet qui était censément fixé au wag. Ces musées, comme ceux qui exposent d'autres instruments de torture et d'exécution, sont controversés. Les critiques arguent qu'ils transforment la souffrance réelle en divertissement, qu'ils aseptisent la brutalité à travers la distance temporelle, et qu'ils exagèrent souvent la prévalence ou la sévérité de certaines pratiques pour attirer les touristes. Les défenseurs arguent qu'ils préservent une histoire importante, qu'ils confrontent les visiteurs à la réalité inconfortable du passé et qu'ils servent une fonction éducative en nous rappelant à quel point les sociétés peuvent être cruelles lorsqu'elles ne sont pas contraintes par des protections des droits humains. L'archéologie des sites d'exécution ajoute une dimension matérielle aux archives écrites. Les fouilles de gibets historiques ont découvert non seulement les restes de structures, mais aussi des ossements humains montrant des traumatismes cohérents avec des exécutions brutales. L'analyse médico-légale de squelettes provenant de cimetières de criminels révèle des perforations, des fractures et d'autres dommages qui corroborent les descriptions textuelles d'instruments comme le crochet. Ce travail archéologique est important car il transforme des récits abstraits en preuves physiques tangibles, rendant l'histoire plus réelle et immédiate. L'héritage du crochet du bourreau va au-delà de l'histoire d'un objet spécifique. Il représente un moment dans l'évolution des systèmes de justice, où le châtiment ne concernait pas seulement la prévention du crime ou la protection de la société, mais l'infliction d'une souffrance maximale comme fin en soi. Cette philosophie punitive fut finalement rejetée, du moins en théorie, par les sociétés modernes qui adoptèrent des principes de proportionnalité, de dignité humaine et de réhabilitation. Mais le rejet ne fut ni complet ni universel. Les débats contemporains sur la peine de mort, les conditions carcérales, la torture lors des interrogatoires et le traitement des terroristes ou criminels violents révèlent des tensions persistantes entre les impulsions punitives et les engagements humanitaires. Le crochet sert aussi de symbole de comment la technologie peut être adaptée pour la cruauté. Un outil conçu à l'origine pour une fonction commerciale pratique, suspendre de la viande dans une boucherie, fut transformé en instrument de mort humaine. Cette adaptation révèle comment n'importe quelle technologie, aussi banale soit-elle, peut être pervertie lorsque les sociétés décident que certains groupes humains méritent la déshumanisation. Les parallèles modernes incluent l'adaptation de technologies médicales pour la torture, l'utilisation de produits chimiques agricoles, comme armes, et le développement de technologies de surveillance pour la répression. Le crochet du bourreau nous rappelle de rester vigilants sur la façon dont les outils sont utilisés et à qui ils sont appliqués. Pour les innombrables personnes qui sont mortes suspendues à des crochets au cours des siècles, il n'y avait aucune consolation philosophique ni espoir de réforme future. Leurs derniers moments furent d'une agonie incompréhensible.
leur corps exposé comme objet de terreur et d'avertissement. Mais leur mémoire, préservée dans les archives historiques et les spécimens de musées, sert un but important. Elle nous confronte à la capacité humaine pour la cruauté institutionnalisée, nous rappelle la fragilité de la civilisation et renforce l'importance critique des droits humains, de la procédure régulière et d'un engagement continu à traiter même les pires criminels avec une dignité fondamentale. Le crochet du bourreau est un témoignage sombre de là où les sociétés peuvent aller lorsqu'elles perdent cet engagement.